Voilà, donc bonjour et bienvenue à cette table ronde. C'est évidemment un plaisir de retrouver le public et puis aussi toute une industrie dans cette halle réunie sous un même toit. Comme beaucoup de gens le savent ici, sans doute, l'année dernière n'a pas été facile. L'horlogerie a subi de plein fouet une crise qui a quand même provoqué une chute des exportations de près de 22% à un peu moins de 17 milliards de francs. Alors pour les acteurs de la branche, les sous-traitants, les manufactures ne sont évidemment pas restés les bras croisés par rapport à ce choc sans précédent. Elles ont développé des stratégies pour les surmonter, donc on va parler. On a aussi vu que les équilibres entre les marques ont aussi été chamboulés. Il y a eu d'autres ajustements qui sont encore aussi sans doute à venir. Et du coup, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir jusqu'où ira la reconfiguration du marché horloger. Donc pour en parler, nous accueillons 4 invités pour apporter des éléments de réponse à cette question. Et j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord du côté des fêtières Jean-Daniel Pache, président de la Fédération de l'industrie horlogère suisse. Bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. À côté de moi, Philippe Bauer, conseiller national PLR Neuchâtelois et président de la Convention patronale de l'industrie horlogère suisse. Bonjour. Oui, bonjour. À l'opposé, de l'autre côté, Olivier Muller, expert horloger et fondateur de Lux Consult, qui collabore notamment aux recherches de la banque Morgan Stanley et qui rédige aussi le blog Le Sablier sur le site du Temps. Bonjour. Bonjour. Et pour terminer, Jules Boudran, spécialiste des fusions, acquisitions et expert horloger chez Deloitte. Vous êtes notamment le co-auteur de l'étude annuelle du cabinet d'audit et de conseil consacré à l'industrie horlogère suisse. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors je vous propose pour commencer peut-être un bref état des lieux. Jean-Daniel Pache, on l'a dit, l'année dernière a été difficile, 22% presque de perte d'exportation. Entre janvier et juillet cette année, on a vu que ces exportations ont dépassé leur niveau de 2019 de 0,8% en valeur à un peu plus de 12 milliards. Vous vous attendiez à ce que la reprise se passe de cette manière après le choc de l'année passée ? Merci. Écoutez, on s'attendait à une reprise, bien sûr, on l'avait prévu en début d'année, mais la reprise, ça a été un peu plus vite que ce qu'on avait pensé. Heureusement, c'est une bonne nouvelle. Tout ça, donc, comme vous l'avez relevé, nous revenons dans les chiffres de 2019, parce que ça ne sert à rien de se comparer à 2020, telle différence et le choc que nous avons eu l'année passée. Donc nous retrouvons les chiffres de 2019, mais tout ça dans un contexte quand même incertain, donc il faut rester prudent. On parle de la pandémie, elle est toujours là, la pandémie, les marchés européens restent difficiles, partout on entend de nouveaux lockdowns, etc. Donc reprise, oui, ça nous fait plaisir, bonne surprise, mais en restant tout de même prudent. Olivier Muller, ce bon résultat en cache un autre, nettement moins réjouissant. On voit que les volumes de montres exportées sont toujours en recul, de 28,4% sur 2 ans. Je crois que vous me disiez, c'est les niveaux de la Deuxième Guerre mondiale dans lesquels on est encore. Comment vous expliquez cette décorrélation entre volume et valeur ? Elle est très simple. On va devenir une tribu d'Indiens où il y aura bientôt plus que des petits horlogers indépendants qui cartonnent en ce moment, ce dont on se réjouit, mais qui font des volumes microscopiques. À côté de ça, on a 4 marques qui surperforment, qui sont toujours les mêmes, mais j'aime bien le rappeler, qui sont Rolex, Patek, Audemars et Richard Mille. À côté de ça, on a une quinzaine de marques qui fonctionnent plutôt bien, voire très bien. Et puis, on a ces petits indépendants et micro-marques qui ont des positionnements de niche, mais à côté de ça, on a 300 marques qui, à mon avis, doivent pas tellement surperformer en ce moment. Donc, on perd énormément de volume, et ça, c'est un problème très direct pour toute l'industrie de la sous-traitance dans l'industrie horlogère. Philippe Bauer, du côté des fêtières, on a souvent l'impression qu'il y a un discours un peu fataliste vis-à-vis de ces volumes, où on nous dit, ma foi, c'est comme ça fait des années que les volumes chutent. L'année passée, c'est 6 millions de montres en moins. Est-ce que ça ne devrait pas être une préoccupation centrale de trouver un moyen de relancer ces volumes ? Alors c'est une préoccupation, effectivement, et c'est un problème que nous relevons régulièrement, toutes les fois que les statistiques de la Fédération horlogère sortent. Pour une fêtière comme la Convention patronale, qui est plutôt à vocation droit du travail, formation, santé, sécurité au travail, nous avons peu d'outils pour effectivement réussir à inverser cette tendance. Mais je dois dire que si parmi vous, un ou une a une idée extraordinaire pour réussir à réinventer un produit de bas de gamme, puisque c'est là qu'effectivement le problème se pose, je crois que tout le monde sera preneur, parce que c'est un des
et aussi un des succès quand même de l'horlogerie, c'est d'arriver à avoir suffisamment de marché, suffisamment de montres vendues, parce que c'est vrai que le jour où finalement en Suisse on ne vendra plus qu'une montre à 17 milliards, en souriant un peu, il n'y aura plus que 15 personnes qui travailleront. Jean-Daniel Pache, du côté de la FH, comment vous analysez cette chute des volumes? On a l'impression aussi, du côté de la FH, des fois qu'on relativise un peu trop cette question. Non, on la relativise pas parce qu'elle nous saute aux yeux, on la connaît, cette situation. D'ailleurs, elle n'est pas issue de la pandémie puisque le problème existait déjà avant. La pandémie a accéléré ou renforcé certains phénomènes. Et c'est vrai que c'est préoccupant parce que les volumes, c'est important pour faire tourner l'outil de travail, pour les emplois, pour les sous-traitants. Et il nous faut une certaine masse critique, effectivement, qui doit subsister. C'est aussi important que l'horlogerie suisse offre des produits dans toutes les gammes de prix et pour tous les besoins des différents consommateurs. Donc c'est un problème qui ne doit pas être relativisé. Jules Boudran, qu'est-ce que ça peut être les conséquences pour les sous-traitants qui exposent ici aujourd'hui cette chute des volumes très concrètement dans leur manière de travailler? Et puis pour ceux, justement, on l'entendait, il y a quelques marques qui tirent toute l'industrie en avant. Quelles seront les conséquences pour tout cet écosystème qui est présent aujourd'hui ici? Alors, je pense que c'est important de noter, comme l'a dit M. Pache et aussi M. Muller, que cette tendance est arrivée avant la pandémie. Donc c'était déjà un problème structurel, je dirais, de l'industrie. Et donc il y a déjà un certain nombre de sous-traitants qui souffraient déjà en 2019, même en 2018, qui étaient positionnés dans cette entrée de gamme ou ce milieu de gamme. Et donc clairement, les sous-traitants qui sont rentrés dans la crise de la pandémie et qui travaillaient pour les marques qu'on a citées, vraiment qui sont positionnés dans notre gamme et qui marchent très bien, ont traversé la crise de manière bien plus facile, ont été même supportés par les marques qui marchaient bien et qui les soutenaient. Et donc elles sont aussi reparties plus rapidement. Et donc les plus petits sous-traitants qui eux sont parfois sur un seul métier, qui travaillent aussi avec d'autres sous-traitants, devraient continuer à souffrir. Et puis voilà, pour l'instant on n'a pas vu beaucoup disparaître, mais il y a des risques quand même que ça arrive. Et c'est vrai que ça fragilise toute l'industrie. Et quand on repense un peu à comment l'industrie est arrivée dans ce positionnement de luxe au fil de ces années, dans les années 80, on est parti sur à nouveau des volumes importants dans le quartz et dans l'entrée de gamme pour pouvoir reconstruire l'industrie après la crise du quartz. Et c'est sur cette base de volume importante qu'elle a pu se développer et monter dans le luxe. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fragilise vraiment l'industrie d'avoir ces volumes qui partent. Olivier Muller, pour les sous-traitants, vous me disiez que aujourd'hui, ceux qui sont à la peine ont encore trop souvent des savoir-faire qui sont substituables les uns entre les autres. Qu'est-ce que vous entendez par là et qu'est-ce que ça implique pour ce milieu ? Alors, pour faire un tableau, j'espère pas trop pessimiste de l'avenir pour la sous-traitance, il y a d'une part les marques qui verticalisent de plus en plus, donc qui intègrent des savoir-faire dans leur propre giron. On peut les citer, le Swatch Group, Audemars Piguet, Rolex, etc., sont aujourd'hui quasiment capables de tout faire eux-mêmes. Ils ne le font pas pour plein de raisons, parce qu'ils veulent garder une certaine souplesse. Chez Rolex, c'est aussi quelque chose qui est inscrit dans leur ADN, c'est de soutenir l'industrie horlogère suisse dans sa globalité. Même le Swatch Group continue de faire travailler des sous-traitants externes, mais le grand problème, c'est le sous-traitant qui n'amène pas un savoir-faire pointu ou un avantage prix. Or, l'avantage prix, aujourd'hui, c'est très compliqué avec une législation, désolé Monsieur Page de mettre le doigt là où ça fait mal, mais avec une législation du Swissmade qui a ouvert la boîte de Pandore en fait plutôt que de la refermer, où aujourd'hui on sait exactement ce qu'on a le droit de faire, notamment au niveau de l'habillage. Vous pouvez tout aller faire en dehors de la Suisse, vous faites votre mouvement Swissmade, vous emboîtez la montre ici et le tour est joué. Donc on a délocalisé. Le Covid a quand même eu l'impact positif que les gens se sont rendus compte que les chaînes d'approvisionnement, la supply chain mondiale était quand même très fragile. Et aujourd'hui, les gens réfléchissent quand même à 2 fois avant d'aller voir un sous-traitant à l'est de Saint-Gall, pour le dire poliment. Donc, il faudrait qu'on s'applique à soigner les savoir-faire et surtout à faire attention de peut-être renforcer une législation qui est aujourd'hui totalement perméable. Mais là, je fais un discours très utopiste parce que je ne suis pas juriste.
Et M. Pache a participé à la mise en place de cette législation qui est, à mon avis, catastrophique. Parce qu'on a, comme je l'ai dit, on a démarqué clairement la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir pour avoir le label Swiss Made. Jean-Daniel Pache, une législation catastrophique, comment ça vous fait réagir ? Oui, ça me fait réagir dans la mesure où elle n'a jamais été aussi sévère que maintenant. Donc, il faut voir d'où on vient, n'est-ce pas ? La législation date de 1971, elle était très permissive. Il suffisait d'acheter un mouvement. Ensuite, elle était renforcée en 1992, où on a exigé que l'assemblage de la montre ait lieu en Suisse, donc c'était un renforcement. Et puis, en 2017, on a exigé que 60% des coûts de production soient générés en Suisse et que le développement technique soit fait en Suisse. Donc, dans les textes, on a un renforcement. Après, il faut bien voir que le label, c'est un label assez particulier, le label Swiss Made, parce que c'est le seul label qui doit s'appliquer à toutes les catégories de produits et à toutes les gammes de prix. En général, un label, il est exclusif. Il s'applique à certains types de produits où la règle est très précise et très exclusive. Le Swiss Made, par contre, il doit pouvoir couvrir toute une branche et donc le dénominateur commun, évidemment, est assez large. Ce qui explique qu'il y a des possibilités de jouer, c'est vrai, avec cette législation, mais je ne dirais pas qu'elle est catastrophique parce qu'elle a quand même exigé de pas mal d'entreprises des investissements en Suisse pour pouvoir y satisfaire. Et il y a des entreprises qui ont renoncé au Swiss Made parce qu'elles ne voulaient pas faire ces investissements pour produire en Suisse. Donc, on voit que cette nouvelle législation a quand même poussé vers le haut la définition du Swiss Made. Après, on peut regretter qu'elle ne soit pas allée plus haut. Nous, on le regrette. On aurait voulu un taux de valeur suisse de 80% et pas seulement de 60%. Mais il faut voir que la Suisse est impliquée dans des règles internationales qui régissent le commerce mondial. On pense à l'OMC, on pense aux accords de libre-échange. Et le taux de 80% avait été jugé comme contraire aux accords commerciaux qui lient la Suisse parce que c'était trop extrême comme réglementation. Donc il faut aussi voir qu'on a utilisé la marge de manœuvre à notre disposition pour faire le plus possible, mais qu'on ne peut pas aller au-delà. Et évidemment, on ne peut pas se permettre de violer des accords avec l'Union européenne, avec la Chine, avec le Japon, avec le Mexique, parce que le retour du bâton serait également très violent de leur part. Donc, il faut voir qu'on a fait ce qu'on a pu avec le cadre juridique et le cadre commercial qui nous était donné. Philippe Bauer, avec la crise, on a entendu ce message des sous-traitants qu'on entend déjà depuis des années, qui espéraient que finalement, avec les ruptures de chaîne d'approvisionnement, on assisterait à un rapatriement des commandes vers la Suisse dans certains domaines, dans les composants. De ce qu'on entend aujourd'hui, ça s'est pas produit. Enfin, finalement, comment faire pour essayer de relancer cette sous-traitance suisse ? Est-ce qu'on a les moyens de le faire et est-ce que technologiquement, elle pourrait redevenir compétitive face à l'Asie ? Et compétitive, elle peut l'être, mais c'est vrai que comme ça a été relevé, M. Pache a rappelé les critères du Swiss Made. Avec ces critères-là, l'habillage est souvent exclu. Vous prenez une paire d'aiguilles, vous serez très nettement dans la fourchette entre les 60 et les 100%, ou entre les 80 et les 100%. Maintenant, les sous-traitants qui sont membres de la convention patronale, je crois que comme tout le monde, ont une visibilité relativement réduite. Ils ont souffert, certains souffrent encore, d'autres souffrent moins aujourd'hui. Ça leur est très difficile, sauf à admettre que les conditions au cadre en Suisse deviennent encore meilleures, d'arriver à faire quelque chose de régaté avec ce qui peut se faire à l'étranger. Puis quand on voit aussi pendant des années, on a joué sur la qualité suisse, notamment chez les sous-traitants. Et aujourd'hui, on est confronté à des pièces qui sont aussi de qualité et qui viennent de l'extérieur. C'est vrai. Puis après, les sous-traitants ne sont aussi finalement que les fournisseurs des marques. Et peut-être aussi que le jeu, il doit se faire complètement à l'intérieur des groupes. Vous avez abordé la question sur les chaînes d'approvisionnement. Peut-être aussi que les marques qui tirent leurs bénéfices de la vente des montres Swiss Made, elles aussi fassent l'effort de travailler un peu plus ou encore plus avec les sous-traitants suisses, que ce soit ceux qui leur appartiennent ou pour ceux qui ne leur appartiennent pas, ou aussi de considérer que c'est une certaine responsabilité que les marques peuvent avoir vis-à-vis du tissu industriel de nos régions, puis notamment de l'arc jurassien.
Mais cet effort-là, est-ce qu'on aurait pu plus le voir dans une situation comme celle-ci, une crise inédite ? Plus le voir, je ne pense pas. J'ai été pendant des années président des fabricants d'aiguilles. Et là, la question se posait très régulièrement de savoir comment faire pour arriver à ce que les marques assurent aux fabricants d'aiguilles suisses suffisamment de commandes d'aiguilles pour pouvoir faire les choses. Après, bon, les entreprises de la sous-traitance, sont les entreprises qui travaillent pour certaines exclusivement pour l'horlogerie, pour beaucoup d'autres aussi travaillent dans le domaine. Et je vois M. Cordonnier qui opine du chef, finalement une machine à CNC peut faire des pièces d'horlogerie, mais peut aussi faire passablement d'autres éléments. Si on prend un espoir pour ces sous-traitants de nos régions, c'est par exemple les affaires compensatoires dans le cadre de l'acquisition du nouvel avion de combat. Et parce qu'une machine CNC qui produit des pièces pour des montres peut aussi produire des pièces pour d'autres affaires industrielles de technologie équivalente. Jules Baudran, aujourd'hui les volumes, c'est principalement les marques aussi de haut de gamme qui vont bien. Ces marques-là, est-ce qu'elles ont encore les capacités, même si elles vendent bien, ou même un intérêt simplement, on voit de plus en plus de séries limitées par exemple, à augmenter leur production ? Alors augmenter leur production, oui, alors ils ne peuvent pas tout le temps le faire, mais elles ont quand même un intérêt à augmenter la production, mais en général, même si les séries limitées, on les voit de plus en plus, parce que c'est aussi, il y a un attrait derrière aussi pour la valeur d'investissement pour les consommateurs. Donc c'est ça aussi qui pousse les marques à aller là-dedans, ça crée aussi de la valeur pour la marque, pour l'image de marque, et ça attire encore le client vers ces marques-là. Mais oui, clairement, ces marques qui performent, qu'on a mentionné tout à l'heure, que M. Muller a mentionné, ont tendance à augmenter leur volume de manière... Alors, elles les contrôlent quand même, mais elles continuent quand même à les augmenter petit à petit. Donc, les sous-traitants qui travaillent pour ces marques-là auront tendance à croître aussi avec ces marques-là et devraient continuer à bien se porter. Olivier Muller, sur les gammes inférieures, est-ce que c'est encore possible de rattraper le retard qu'on a pris pendant le Covid, mais aussi déjà depuis 2015, par exemple, par rapport aux montres connectées ? Alors, juste en préambule, les volumes, on les a perdus les 20 dernières années, pas les 3, 5 ou 7 dernières années. Heureusement, la croissance du mécanique a partiellement compensé les pertes de volume vertigineuses des mouvements quartz, donc en majorité de montres d'entrée de gamme. Je crois que la guerre dans l'entrée de gamme avec les montres connectées, et notamment Apple ou Samsung, je crois que cette guerre-là, on l'a perdue. Je me lève tous les matins en espérant qu'il y ait un autre Swatch qui naisse quelque part et qu'on puisse reconquérir ces jeunes publics. Mais en toute sincérité et sérieusement, je ne pense pas que dans l'entrée de gamme, grâce au Swissmade, on puisse aller reconquérir des terrains. Aujourd'hui, les jeunes ne portent soit plus de montres. Alors, je ne parle pas de la Suisse, parce que là, on est sur une bulle à tout point de vue. Ils ne portent plus de montres ou alors ils ont une montre connectée. Donc, ça va être très, très difficile d'aller se repositionner là-dedans. Je ne sais pas, quelqu'un a peut-être inventé la nouvelle Swatch et on va le voir dans les mois ou les années qui viennent, mais j'ai quelques doutes là-dessus. Il y a un changement démographique, sociétal, etc., qui fait que la montre, pour ces publics-là, c'est compliqué. C'est un instrument, à la limite, qui interagit avec le smartphone, mais c'est plus un élément culturel qu'on vend, un bijou, etc. Par contre, à l'inverse, on peut regarder le succès que beaucoup d'initiatives dans le crowdfunding liées à des produits horlogers ont, et on peut se réjouir que des petites marques sorties de nulle part arrivent à vendre 5, 10 000, 20 000, voire beaucoup plus de montres. Et j'aime toujours citer l'exemple de Daniel Wellington. Tout le monde dans l'industrie horlogère suisse s'est émerveillé devant ce Suédois qui sortait de nulle part, qui avait aucune culture horlogère et qui s'est dit tiens, je vais aller faire des montres chinoises et puis je mets un NATO band, un bracelet NATO.
et on peut changer les couleurs, etc., etc. Il a fait un carton. Aujourd'hui, Daniel Wellington est plutôt sur la descente que la montée, mais il a quand même, pendant presque 10 ans maintenant, eu un succès économique incroyable. Donc c'est peut-être ça dont on devrait s'inspirer. Et je vais dire quelque chose qui est peut-être pas très populaire, mais heureusement qu'il y a le Swatch Group. Alors, je sais pas parce que je porte une Omega que je suis salarié là-bas. Heureusement qu'il y a le Swatch Group qui défend ses positions dans le milieu de gamme et le milieu de gamme inférieur, notamment avec des marques comme Tissot, comme Certina, etc., qui font un boulot, je trouve, admirable, à Milton, qui font des produits incroyables. Et c'est peut-être à ça qu'on devrait s'intéresser, et pas tous rêver d'aller copier Richard Mille. Richard Mille, la mauvaise nouvelle, c'est que je pense qu'il n'y en aura pas 3 dans les 5 ans qui viennent. C'est une histoire unique, construite intelligemment, passée de 0 à bientôt 1 milliard de chiffre d'affaires en 20 ans, mais ça va être compliqué de rééditer l'exploit. Mais il y a quand même un manque d'audace aujourd'hui, même s'il y a des efforts qui sont faits. Oui, peut-être faudrait se poser la question si on ne devrait pas avoir plus de gens qui viennent, je parle pour moi aussi, je m'inclus dans la remarque, qui devraient venir d'en dehors de cette industrie horlogère qui est quand même souvent très focalisée sur elle-même, où on pense qu'une montre à 5 000 francs, c'est une montre bon marché. Moi, j'hallucine toujours quand j'entends ce genre de remarques. Faut s'imaginer qu'ailleurs dans le monde, 5 000 francs, c'est une fortune. Et peut-être qu'on devrait aussi aller occuper les terrains inférieurs. Il y a un grand monsieur de l'horlogerie suisse qui s'appelait monsieur Hayek, qui a dit un jour, tant que j'occupe le terrain là où sont mes concurrents, je les occupe pour qu'ils ne puissent pas monter en gamme. Et aujourd'hui, on a quasiment abandonné cette entrée de gamme et le milieu de gamme inférieur, à part, comme je le disais, des marques qui appartiennent au Swatch Group, ou Frédéric Constant ou Alpina, qui font un boulot admirable. Philippe Bauer, en termes d'emploi, pour vous, est-ce que ça suscite des craintes? On a beaucoup entendu l'année passée qu'on allait vers une hécatombe dans l'emploi horloger. Finalement, ça ne s'est pas produit. Vous devez publier prochainement les statistiques, la CPIH. Dans quel sens on va? Oui, les tendances actuelles sont de dire que les effectifs seront en baisse, mais ne seront pas en baisse de manière aussi importante qu'on l'imaginait. Après, la problématique des effectifs horlogers est quand même aussi que les travailleurs qui viennent de la part d'entreprises de placement ne sont pas considérés dans les effectifs horlogers. Donc c'est toujours très compliqué d'avoir une vision complète, mais je dois dire par rapport aux effectifs, par rapport aussi à la masse salariale, la caisse de compensation horlogère avec qui nous avons des contacts, et si j'étais vaudois, je dirais déçu en bien. Mais est-ce que ça montre la résilience des entreprises ou est-ce que finalement ça montre surtout que les aides ont été bonnes et qu'il faut s'inquiéter dans le cas où ces aides viendraient à disparaître? Alors les aides ont été effectivement bonnes puisque le printemps, elle était passée, la quasi-totalité des entreprises en ont bénéficié. Aujourd'hui, les aides sont encore utilisées. C'est toujours très difficile d'avoir des chiffres précis, mais on a le sentiment que ça devient relativement marginal les aides. Donc ça signifie que les entreprises aujourd'hui travaillent de nouveau, les entreprises produisent, les entreprises ont aussi engagé des apprentis, donc les choses, on a le sentiment que les choses sont reparties à peu près normalement et c'était vraisemblablement un des succès de la manière dont les aides ont été conçues en Suisse, dans la manière dont les collectivités publiques les ont mises en œuvre, qu'on a réussi à passer par-dessus cette année très compliquée qu'on a pu avoir. Maintenant, savoir qu'est-ce qui va se passer pour le futur, on est à peu près dans la même situation que les autres questions qu'on se pose maintenant. Comment faire avec les volumes, comment faire avec les sous-traitants, qu'est-ce qu'on doit produire? Est-ce que, je crois qu'on a eu la même réflexion. Si quelqu'un a une idée extraordinaire pour l'entrée de gamme, qu'il le dise et il trouvera sans aucun doute un financier. Et je veux croire quand même à ce génie horloger. Maintenant, j'ai peut-être une réflexion par rapport à ce qui vient d'être dit au sujet de l'utilité d'avoir un certain nombre de personnes qui viennent de l'extérieur pour redynamiser le marché horloger.
c'est vrai, mais on a aussi un peu le sentiment, en voyant un certain nombre de marques ou dans les groupes, qu'un certain nombre de personnes sont simplement en train de tourner et n'ont qu'une vision purement économique, sans vouloir malgré tout essayer de garder un peu ce qu'on a appelé peut-être de manière un peu excessive, ce génie horloger, et de réussir aussi à avoir cette histoire horlogère, parce que c'est vrai aujourd'hui pour les jeunes, la montre n'est plus nécessairement un outil de tous les jours, mais malgré tout, je veux croire qu'on peut encore considérer que hériter la montre de son grand-père a un certain sens. Gilles Baudran, vous faites les enquêtes annuelles sur l'horlogerie. Finalement, c'est de quoi qu'ont envie les jeunes aujourd'hui? Est-ce que vous arrivez à le dire ou est-ce que vous arrivez à le sonder? Alors, on est en train de faire la nouvelle étude qui sort dans un mois, mais les résultats qu'on a pu avoir l'année dernière, c'est que quand on demande à un panel de consommateurs dans le monde, à peu près 5000 personnes dans chaque pays, dans une douzaine de pays, ce qu'ils feraient avec 5000 francs qu'on leur donnerait s'ils préféraient s'acheter une montre mécanique de luxe ou la nouvelle smartwatch qui sortirait pendant 10 ans avec 500 francs par an, on avait encore une majorité, entre 60 et 65%, qui préféraient s'acheter une montre de luxe. Et cette portion était un peu moins forte chez les jeunes, mais elle était quand même là aussi, quand même encore en majorité. Donc ça donne quand même un peu un espoir, voilà, que ça attire encore les jeunes, qui veulent encore, que ça les fait encore rêver. Mais je dirais qu'il faut quand même aller chercher ces consommateurs, il faut quand même se rapprocher d'eux de plus en plus. Les marques ont fait un virage digital assez important l'an dernier, qui est important pour se rapprocher de ces consommateurs, en particulier des jeunes. Et voilà, il faut pouvoir aller les chercher, leur faire comprendre un peu l'expérience du produit, l'authenticité qu'il y a dans ces montres, et ce qui les différencie vraiment des montres, des smartwatches qu'on peut voir sur le marché. Monsieur Bauer parlait de savoir-faire. Est-ce que finalement, ça n'est pas devenu simplement un argument marketing plus qu'une vraie volonté de créativité et puis de redévelopper des beaux produits? Je ne dis pas que les produits actuels ne sont pas beaux, mais d'aller chercher plus loin plutôt que de se reposer sur les acquis. Il faut aussi réussir à communiquer avec cette génération sur ses savoir-faire, sur l'authenticité de ces montres. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Il y a toujours beaucoup d'images qui vont avec ces montres, mais d'aller comprendre ce qu'il y a dedans, comprendre l'horlogerie mécanique haut de gamme et de luxe et attirer cette clientèle plus jeune, c'est pas forcément facile, et il faut pouvoir investir là-dedans pour les faire encore rêver et qu'ils aillent vers cette horlogerie-là. Et c'est vrai que d'aller aussi plus vers regonfler un peu le milieu de gamme, ça permettrait aussi de faire rentrer cette clientèle avec des prix un peu plus abordables chez des marques qui pourraient ensuite profiter de ça pour le faire monter après les clients en gamme sur d'autres produits qu'ils ont à l'intérieur. Donc il y a aussi un intérêt à aller là-dedans, à redynamiser un petit peu le milieu de gamme pour capter cette clientèle qui pourra ensuite passer à des montres plus élevées à l'avenir. On va à présent s'intéresser au marché. Un des principaux effets de la pandémie a été la fermeture des boutiques, l'arrêt du tourisme. On a vu évidemment que la consommation chinoise a permis un certain effet de rattrapage, mais quand même aussi avec un rapatriement de la consommation en Chine. Qu'est-ce que ça aura comme conséquence à long terme, finalement, ce rééquilibrage des marchés, ou plutôt cette concentration vers la Chine, Jean-Daniel Pache? Effectivement, il a fallu se réinventer lors de la crise. L'année passée, comme vous l'avez dit, les magasins fermés, plus de tourisme, plus de duty-free, 90% des vols annulés, ce qui a mis les entreprises devant des situations difficiles. Le e-commerce existait déjà avant, c'est pas nouveau, ça vient pas de la crise, mais évidemment qu'il a été renforcé et accéléré chez tout le monde. Alors un certain nombre de marques qui étaient déjà bien implantées, d'autres beaucoup moins, mais tout le monde a dû faire cet effort. Il a fallu aller chercher le consommateur chez lui, en direct, l'interpeller, en utilisant les moyens à disposition, Internet, les réseaux sociaux, y compris une part prépondérante dans la distribution à cette époque-là. Donc ce phénomène va se poursuivre, il va évidemment en rester quelque chose, les présentations live stream, les présentations de produits en visio, même si d'un autre côté, et c'est là aussi le paradoxe, c'est qu'on s'est aussi rendu compte des limites du e-commerce l'année passée. D'une part, le contact avec le client qui n'est pas le même, la présentation qui n'est pas en présentiel, et puis on s'est aussi rendu compte qu'il faut pouvoir livrer. Lorsque le chauffeur a le Covid, la distribution ne se fait pas. Lorsque les avions ne volent pas, on ne peut pas livrer les produits. Donc ça, ce sont aussi des éléments importants qu'il faut prendre en compte. Donc on a vu que le e-commerce est une réponse qu'il va falloir continuer de travailler, mais ce n'est pas la seule, et on voit qu'il faut finalement
œuvrer sur les deux canaux. On parle du multi-channel, c'est-à-dire que les marques doivent être présentes dans le présentiel, donc dans le offline et dans le online, ce qui est aussi un challenge pour les marques parce que tout ça, ça implique des investissements. S'il faut travailler sur ces différents canaux. Mais c'est un enseignement, bien sûr, qui va rester de cette crise, même que cette crise n'est pas terminée et même si ça existait déjà avant, on a véritablement un renforcement du digital dans la distribution. Mais par rapport au marché, par rapport à la Chine, je crois que c'est Boston Consulting Group qui disait que la Chine allait représenter 90% de la croissance du luxe dans les 5 à 10 ans à venir. Pour l'industrie horlogère, qu'est-ce que ça représente et est-ce que finalement la Chine est vraiment l'Eldorado qu'on a l'impression que c'est parfois? Alors c'est un autre enseignement de la crise, effectivement, c'est la prééminence du marché chinois. Alors le marché chinois était déjà important avant la crise, il est devenu le premier marché de l'horlogerie suisse. Il faut savoir que les Chinois, ils achetaient à peu près 70% de leurs produits de luxe quand ils voyageaient. Et puis d'un jour à l'autre, fini, ils achètent tout chez eux. Donc les marques ont dû aussi s'adapter à ce niveau-là, au niveau de la distribution, surtout ceux qui n'étaient pas vraiment bien présents en Chine ou pas encore. On sait que cette évolution va se poursuivre, puisque effectivement, on estime qu'à peu près la moitié du luxe sera vendu en Chine dans les 5 ans qui viennent. C'était à peu près 30% en 2019. Donc on voit cette forte évolution. Donc le marché chinois, très important pour l'horlogerie suisse, et il faut s'y adapter. Il faut aussi voir que au-delà de ça, il y a une volonté du gouvernement chinois de favoriser la consommation en Chine. On s'est rendu compte que c'est mieux si les Chinois achètent en Chine plutôt quand ils voyagent. Alors quand ils pourront voyager, certainement que les Chinois revoyageront aussi, comme tout le monde. Il y a aussi des envies à ce niveau-là. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que le gouvernement chinois a ouvert des zones duty-free en Chine pour le marché local. Ce qui est unique. D'habitude, pour profiter du duty-free, il faut voyager. Il faut aller dans un aéroport, soit quand on part, soit quand on vient. En Chine, on peut aller sur l'île de Hainan et acheter duty-free, même si on reste en Chine. Donc, on voit aussi le pragmatisme chinois là derrière. Et puis, on sait que le gouvernement chinois veut étendre ces zones duty-free à d'autres régions. Il y a véritablement une volonté. Donc, le marché chinois va rester important pour l'horlogerie suisse. Ce que j'aime aussi relever, la bonne surprise, c'est le marché américain. Le marché américain s'est extrêmement bien développé depuis le début de l'année. C'est une bonne surprise. Alors bon, il était moins bon l'année passée, d'une part parce que c'était une année électorale. Les années électorales, c'est pas bon pour le commerce horloger. Les Américains ont autre chose en tête que d'acheter des montres. Et donc, on le sait, tous les 4 ans, on le voit. Peu importe les candidats, ça n'a rien à voir. Par contre, avec la reprise d'une vie normale, les mesures aussi américaines d'aide à l'économie, les plans de relance font que nous profitons du marché américain. Ce qui démontre d'ailleurs que les produits horlogers suisses restent très attractifs pour les populations du monde entier, puisque lorsque ça va mieux, on remarque que nos exportations augmentent. On espère maintenant que le marché européen va se reprendre, parce que le marché européen reste difficile. Les principaux marchés, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, France, sont encore en négatif par rapport à 2019. On le voit autour de nous, la pandémie a des effets, il y a des restrictions, il y a des fermetures à nouveau, etc. Donc on est dans un climat quand même assez incertain au niveau européen, ce qui fait que la situation en Europe reste un peu plus difficile qu'en Asie et aux États-Unis. Olivier Muller, finalement la croissance en Chine, quelle part est une vraie croissance, on l'a dit, c'est aussi beaucoup du tourisme d'achat qui a été rapatrié, donc les chiffres qui augmentent en Chine ont aussi disparu ailleurs, et puis finalement quels sont peut-être les risques par rapport à cette sino-dépendance pour les marques horlogères? Alors la sino-dépendance, elle était déjà là longtemps avant le Covid, ça c'est rien de nouveau, sauf que comme le disait Monsieur Pache avant, on venait acheter à Lucerne ou à Paris. Aujourd'hui, ils achètent en Chine parce que, comme il l'a dit aussi justement, c'est une volonté politique de rapatrier ce shopping de luxe en ouvrant les zones de duty-free, de tax-free en Chine même. Ils sont même allés jusqu'au point où même après votre retour de vos vacances, c'est une presqu'île, si jamais Hainan, en revenant de vos vacances, vous avez encore 6 mois où vous pouvez recommander quelque chose en tax-free. Donc,
tout ça, c'est des mesures qui vont renforcer fortement l'importance du marché chinois et des marchés asiatiques globalement, parce qu'on parle que de la Chine, mais le Japon a toujours 135 millions d'habitants, on l'a un peu négligé, et je dirais un des impacts positifs qu'on a eu grâce ou à cause du Covid, c'est que tout d'un coup, on a redécouvert qu'on avait des marchés horlogers devant notre porte. Les patrons de marque ont redécouvert qu'ils avaient des consommateurs en Belgique, des consommateurs locaux. Et j'ai entendu de pas mal de marques que les augmentations de ventes sur ces marchés étaient très réjouissantes, mais naturellement, ça compense de loin pas pour la majorité des marques ce qui est parti en Chine. Donc, pour répondre à votre question, une grande partie, naturellement, est due à un déplacement des achats, mais l'autre côté positif aussi, c'est que les Chinois continuent à consommer du luxe, même si le président chinois Xi Jinping souffle le chaud et le froid. Une fois, il dit que c'est bien, mais qu'il faut consommer avec modération, etc. Donc, c'est toujours par à-coup, et je pense que ça restera comme ça. Il faut s'adapter à cette situation où le gouvernement chinois poussera ou freinera sur la consommation du luxe. Et puis le dernier point positif, c'est les jeunes Chinois qui dépensent beaucoup d'argent sur les produits de luxe. Ça, c'est un souci pour le gouvernement chinois, parce que pour faire ça, ils s'endettent. Donc il y a tous ces systèmes de crédit et de paiement par acompte que le gouvernement ne voit pas forcément d'un bon œil. Jules Boudran, la Chine, finalement, c'est une place pour toutes les marques, ou c'est de nouveau pour les acteurs qui sont déjà bien implantés, qui ont déjà bien leur réseau de distribution là-bas, puis finalement pour les autres marques qui n'y sont pas encore, ça reste très difficile aussi de bénéficier de ce marché-là? Alors non, je pense que ça peut profiter à toutes les marques. Alors bien sûr, celles qui sont déjà implantées en ont profité pleinement. Il y a beaucoup de marques qui ont ouvert justement des nouveaux centres à Hainan. Et c'est aussi une façon de tester un peu le marché chinois avant d'y rentrer de manière plus détaillée. Il y a aussi beaucoup de plateformes en ligne maintenant qui sont développées en Chine et qui ont ouvert des boutiques pour les marques suisses, officielles en partenariat. Donc ça reste un marché qui est ouvert pour tout le monde. C'est vrai qu'on voit que c'est quand même toujours, on l'a parlé avant, les marques haut de gamme qui en bénéficient, mais il y a une opportunité pour les marques aussi de milieu de gamme si les choses repartent. Donc c'est clairement un marché attractif. Les cartes ont été redistribuées, parce que justement il n'y a plus de tourisme, mais ça reste un marché important et qui devrait continuer à faire croître l'industrie. Et puis en même temps, il y a ces bonnes nouvelles des États-Unis qui repartent, et puis de l'Europe, voilà, où il y a des choses à faire pour relancer un petit peu le marché en dehors du tourisme d'achat qui est plus là maintenant. On a quand même senti quelques signes de ralentissement en Chine ou aux États-Unis ces dernières semaines. C'est une source d'inquiétude, ou vous pensez que c'est un phénomène temporaire? Alors je pense sur juste quelques semaines, c'est toujours un petit peu difficile de se prononcer. Il y a eu une très forte croissance en début d'année. Il peut y avoir un petit peu après des ralentissements. Il faudra voir, je pense, d'ici à la fin de l'année comment les choses se passent. Mais voilà, pour l'instant, ça s'annonce plutôt bien comme année à la fois en Chine et aux États-Unis. Et la croissance est bien repartie pour ces marques haut de gamme. Du point de vue politique, peut-être, Philippe Bauer, on avait aussi vu pendant cette crise un peu une montée des protectionnismes dans différents pays. Est-ce que c'est aussi une source d'inquiétude pour une industrie comme celle-là qui dépend autant des exportations? Bon, la question du protectionnisme, c'est effectivement quelque chose qui, moi, dans ma pensée libérale, m'inquiète. Et quand on voit aujourd'hui que finalement on a voté dans le cadre de l'industrie de la betterave sucrière une augmentation des droits de douane à l'importation, je veux dire, ça me laisse songeur, et je ne trouve pas que ce soit très sain. Alors certes, on est dans un domaine assez particulier, mais c'est vrai, il y a cette volonté de protectionnisme. Bon, j'ai aussi un peu le sentiment que ce qu'on a vécu durant cette dernière année nous a montré que il y avait une immense interconnexion entre les économies mondiales, et voire même que nous en étions très 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 dépendants. On voit les problèmes de gel hydroalcoolique par exemple qu'on a pu rencontrer. Maintenant, M. Muller l'a dit, on voit un déplacement d'achat, et tant que c'est un déplacement d'achat, je dirais comme président de la convention patronale, ça me pose
peu de problèmes. J'aurais plus d'inquiétude si on avait parlé d'un déplacement de production. Là, c'est clair que le système devient un peu différent. Maintenant, là, je parle très égoïstement. C'est clair que pour le détaillant de Lucerne, de Verbier ou de Paris, ou l'hôtelier ou le restaurateur, c'est vrai que pour lui, dans une vision un tout petit peu plus macroéconomique, on a une autre perception sur ce développement de l'e-commerce, et notamment de l'e-commerce dans le cas de la haute horlogerie. Jean-Daniel Pache, la FH travaille beaucoup sur ces questions de libre-échange, de commerce. Pour vous, il y a la crainte d'un changement durable à ce niveau-là? Alors c'est un des éléments que nous avons relevés durant ces 18 derniers mois, c'est la montée en puissance des nationalismes. On le constate, c'est souvent le cas en cas de crise, et le nationalisme en général amène le protectionnisme avec lui. Et nous avons été très engagés durant ces 18 mois d'intervenir justement dans pas mal de pays pour vérifier la légitimité des mesures que peuvent prendre des pays pour augmenter les droits de douane, pour restreindre les échanges, pour placer des certifications soi-disant dans l'intérêt du consommateur, etc. Toutes des règles qui visent finalement à entraver le commerce. Donc il faut savoir qu'on exporte à peu près le 95% de la production. Et à peu près 80% de cette production est déjà couverte par des accords de libre-échange. Et pour nous, c'est une de nos priorités, c'est de continuer à travailler sur le libre-échange pour garder les marchés ouverts, car nous avons besoin d'avoir cet accès au marché. Alors j'espère qu'avec la reprise, ces volontés de repli sur soi vont s'amenuiser, parce qu'encore une fois, lorsqu'il y a une crise, ce repli sur soi, c'est quelque chose qu'on constate, c'est pas nouveau. Donc nous espérons qu'on va retrouver des flux commerciaux qui vont conduire à une diminution de ces entraves tarifaires et non tarifaires. En tout cas, nous, on va continuer de travailler, bien évidemment, sur ces questions-là. Dans les autres évolutions constatées l'an dernier, Jean-Daniel Pache en parlait avant, il y a la question de la distribution, du commerce en ligne. Jules Boudron, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? Et puis est-ce que finalement c'est déjà un bon canal pour vendre des montres, ou ça reste encore très marginal? Alors il n'y a pas beaucoup de statistiques officielles, mais c'est vrai que quand on parle aux différentes marques, aux différents groupes, ça représente encore une part assez marginale, pour les grands groupes en tout cas, plutôt petite, même si ça commence à tendance à augmenter. Il y a toujours un attrait aussi quand même important pour les consommateurs dans l'horlogerie, en tout cas haut de gamme, de toucher le produit, de voir le produit, d'aller en boutique pour voir ses produits. Donc il y a vraiment un mix à faire entre le digital et puis le physique. Et donc c'est vrai que ça a tendance à augmenter, mais ça représente une plus petite partie. Mais ça augmente, et ça sera un canal qui va continuer à se développer ces prochaines années, et qui a été fortement accéléré par la pandémie. Donc voilà. Olivier Muller, sur le commerce en ligne, qu'en attendre? Alors, je suis désolé, mais je vais de nouveau être pas d'accord avec quelqu'un, mais le commerce en ligne, c'est pas tellement dans le haut de gamme que ça fonctionne moins bien. Ça, c'est des idées reçues. J'ai été dans le board d'un site qui vend des montres de seconde main et des montres neuves de première main d'horlogers indépendants. Et très tôt, je vous parle pas d'il y a 10 ans, mais déjà en 2015-2016, on faisait des transactions pour des montres quand même relativement d'un prix relativement important. C'est un site qui est basé en Angleterre, donc j'ai parlé en pounds, mais en 2017, je crois qu'on a déjà vendu une François-Paul Journe à 41 000 pounds de façon totalement digitale. Le client l'a pas eu en main, mais il savait ce qu'il achetait. Je pense qu'il faut plus faire la différence par rapport au marché, aux habitudes des marchés. L'Américain, il a aucun problème de faire une transaction 100% digitale s'il a confiance en vous. Le plus important, c'est la confiance que vous arrivez à établir. L'e-commerce, c'est finalement que la conclusion d'une transaction. Ce qui est beaucoup plus important, c'est comment la marque interagit avec ses clients au niveau du digital. Et là, les horlogers suisses ont fait des progrès énormes en très peu de temps. Le Covid les a poussés. Ils ont déroulé des sites de e-commerce en des temps records. Normalement, ça aurait pris des années. Et là, pris à la gorge, ils ont développé des très très bonnes initiatives. Alors après, il y a des initiatives plus compliquées comme le Watches and Wonders de l'année passée, en totalement numérique. C'était compliqué, mais j'ai trouvé que cette année, c'était déjà nettement plus professionnel. Ça n'enlèvera jamais le côté spontané de la relation quand vous avez la personne en face de vous et qu'elle peut toucher la montre.
mais il faut être conscient que ce qui marche le mieux aujourd'hui, ça il faut le redire quand même, c'est des montres qui sont beaucoup achetées soit pour le côté statutaire, comme chez Richard Mille, Rolex, etc., où on achète une montre pour montrer qu'on a une certaine réussite dans la vie, ou alors par pure spéculation. Aujourd'hui, les délais d'attente sur une Submariner qui se chiffrent en années, ou avant que Patek sorte sa Nautilus 5711 de la collection, on avait 12 ans de délai d'attente. Ça, c'est clairement dû à de la spéculation. Là, on sort totalement de l'aspect rationnel. Donc le type, je suis désolé de m'exprimer comme ça, mais il s'en fout de toucher cette montre et de la voir en vrai. Il veut juste savoir qu'elle est authentique et qu'il ne se fait pas avoir, mais il fait un investissement pour des raisons plus ou moins Juste honnête. pour rectifier, je pense. Je vous en prie. Pour rectifier, je pense que mon propos n'était pas de dire que c'était pas le cas. Hein. C'était juste de dire qu'il faut pouvoir combiner les deux. Que le volume de vente en ligne pour ces grands groupes reste quand même marginal, hein, c'est quand même des petits volumes, mais effectivement, il n'y a pas vraiment de limite pour les prix de vente. Et on le voit aussi l'année dernière, on a travaillé en collaboration avec un autre groupe sur une étude sur les montres de collection et puis sur les enchères en ligne qui se sont fortement accélérées l'an dernier et où les limites de prix maintenant sont quasiment inexistantes et les ventes en ligne donc d'enchères se font sur des prix vraiment à plusieurs zéros. Donc il n'y a plus vraiment de limite pour la vente en ligne et ça clairement c'est une tendance qui a aussi eu tendance à beaucoup augmenter. Maintenant on peut acheter en ligne vraiment à des prix très importants du moment qu'on sait que c'est authentique et c'est vrai que la spéculation joue beaucoup aussi là-dessus. La rareté des montres fait beaucoup augmenter les prix et il n'y a plus de limite maintenant vraiment. Et même sur des montres entre 1000 et 10 000 francs, on a aussi constaté que le panier moyen augmente. Il y a une propension à dépenser plus en ligne que ce qui se faisait avant la pandémie, même chez des consommateurs. Il y a une proportion qui se fait de plus en plus. Après, ça reste marginal parce qu'il y a encore une marge de progression qui est importante. Mais c'est vrai que ça augmente de plus en plus. Et pour ces marques, justement, comment exploiter encore mieux ce potentiel finalement? Quels sont les efforts encore à faire dans ce domaine? Je pense qu'il y a une communication vraiment vers le client de plus en plus importante à faire, hein, d'aller directement vers le client. Aussi l'authenticité de cette communication qui est importante. Développer ces canaux en ligne, c'est une chose je dirais, qui est assez simple, mais vraiment de pouvoir communiquer de manière vraiment plus directe avec le consommateur et lui faire comprendre le produit, c'est quelque chose d'important. Voilà, je pense que c'est vraiment se rapprocher du client final qui est vraiment un enjeu pour l'horlogerie depuis plusieurs années, qui s'est amélioré ces dernières années, mais qui reste encore un défi pour la plupart des marques. Et la boutique, dans ce changement un peu de paradigme, quelle est sa place aujourd'hui? C'est un relais au milieu du parcours d'achat plutôt que le point de destination final? Bon, alors ça reste beaucoup, justement les marques ont eu tendance à aussi beaucoup intégrer leur distribution de plus en plus, hein, à réduire leurs points de vente, donc c'est de plus en plus aussi des vitrines un petit peu marketing pour les marques, mais ça permet aussi d'attirer les clients, de les faire voir les produits, et puis voilà, il faut vraiment combiner les deux entre l'histoire qu'on vend en ligne et puis l'expérience produit en magasin, et puis il y a toute une partie digitale qui peut être aussi amenée en boutique qui est intéressante à faire, mais il y a vraiment tout ce qu'on appelle le phygital, de pouvoir combiner un peu les deux qui est importante, mais c'est vrai que de plus en plus les marques ont tendance à réduire ces points de vente et à les concentrer sur les endroits qui sont les plus intéressants pour eux pour pouvoir se rapprocher du consommateur, et puis ça a aussi un impact sur la distribution et sur les chaînes de distribution, les distributeurs multimarques aussi qui en pâtissent aussi. Jean-Daniel Pache, on a aussi parlé des ventes de seconde main, des ventes aux enchères. Comment vous analysez un peu ces phénomènes et puis toute la spéculation qui va autour, comme on l'a entendu tout à l'heure? Là aussi, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, qui n'est pas issu de la crise Covid-19. Donc le pre-owned, comme on dit, le marché de seconde main, d'occasion, existait déjà avant, mais il s'est fortement développé ces dernières années. Il continue de le faire. On parle d'un développement de 15 à 20% par année dans les 5 ans qui viennent. Donc là, il y a aussi des possibilités pour les marques, dans la mesure où elles veulent entrer sur ce marché, elles veulent le maîtriser. C'est aussi un marché qui permet de délivrer un message intéressant pour l'horlogerie, c'est que la montre suisse est un produit durable, puisqu'elle peut avoir plusieurs vies. Bon, il faut peut-être un peu la nettoyer, la relooker, mais elle peut avoir plusieurs vies. Donc la montre suisse n'est pas un produit obsolète qu'on jette après 2 ans, mais par contre qui peut vivre
plus longtemps et changer de détenteur tout au long de sa vie. Et je pense que cette notion de durabilité plaît aussi aux consommateurs d'aujourd'hui, puisqu'on l'a abordé, mais la volonté de durabilité, de transparence, c'est quelque chose qui va continuer de se développer. Les consommateurs veulent connaître le produit et puis veulent aussi peut-être des produits durables. Et là, il y a une possibilité de communiquer avec eux sur ces éléments-là. Donc, nul doute que ce marché de l'occasion va se poursuivre. Il permet aussi d'atteindre des nouvelles couches de consommateurs. On l'a dit tout à l'heure, n'est-ce pas, qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter le produit neuf, mais qui vont se faire plaisir en achetant le produit d'occasion. À côté de ça, il y a la spéculation, mais ça c'est un autre domaine, parce que ça concerne quand même qu'une faible quantité des produits concernés. Là, je parle du marché ouvert pour tout un chacun, et le marché d'occasion a son rôle à jouer, certainement. Philippe Bauer, en préparant cette table ronde, vous étiez un peu plus sceptique par rapport à cette question du seconde main. Pour quelle raison ? Oui, disons, j'étais un peu plus sceptique parce que, pour moi, le seconde main ne doit pas être mis en lien avec les propos qu'on entend de plus en plus sur le développement durable, sur les circuits courts et de cet ordre d'idée-là. Pour moi, le seconde main, effectivement, et M. Pache l'a dit, il existe, il a existé. Donc on trouve des boutiques. C'est heureux que les montres se vendent, que les montres s'achètent, mais je ne suis pas convaincu que ce soit des effets du Covid qu'on ait ce développement du marché des secondes mains. Et je ne sais pas non plus si c'est une mode ou si ça va continuer, si ça va perdurer. Et je dois dire que comme président de la convention patronale, je préfère qu'on achète plus souvent des montres neuves plutôt que d'avoir simplement du commerce de la seconde main. Olivier Muller, justement, ça cannibalise le neuf. On entend parfois des marques qui disent le seconde main, c'est aussi une manière de montrer que nos montres restent liquides, gardent de la valeur, peuvent être revendues. Ça peut permettre à un client de vendre une montre pour en racheter une autre. Je pense qu'on a, dans l'industrie horlogère, pendant des décennies, on a totalement négligé ce marché. Pas totalement, je caricature, parce que le détaillant qui traitait avec son client local était quand même obligé de lui dire à un moment, pour lui revendre une nouvelle montre, il était obligé de lui trouver une solution. Vous entassez pas non plus vos voitures d'occasion en bas de chez vous. Donc on a dû repenser ce marché de la seconde main complètement. On a dû s'y intéresser, les marques s'y intéressent. Ce qui est intéressant à relever, c'est que ce qu'on appelle le Certified Pre-Owned, c'est-à-dire là où la marque certifie que la montre est authentique, qu'on a les bonnes aiguilles, le bon cadran, etc. Toutes ces initiatives, elles ont été lancées par des marques de niche, notamment Greubel Forsey et MB&F, qui ont été parmi les premières à prendre des initiatives. Heureusement, les grandes marques y sont venues aussi. Il y a notamment Audemars Piguet, Breitling, etc., Omega, etc., qui aujourd'hui certifient les montres d'occasion. Je pense que c'est un excellent moyen de rendre le marché beaucoup plus fluide, transparent. Je rejoins ce que me dit M. Bauer, on préférait vendre que des montres neuves et que les autres disparaissent sur Mars, mais elles prennent de la valeur et quelqu'un a dit aussi avant, c'est un objet de transmission culturelle, ça c'est très juste. C'est la valeur d'une montre vintage, c'est aussi beaucoup la valeur qu'on lui donne en termes émotionnels. Ça peut être la montre du grand-papa ou ça peut être la montre de Paul Newman qui coûtait $500 le jour où Madame Newman l'a offerte à son mari et qui est parti pour 15 millions de dollars à une enchère il y a quelques années à Genève. Donc ce développement du marché secondaire, il est utile, il est bénéfique et je pense que c'était devenu incontournable. Et puis je rejoins aussi l'argument de M. Pache de dire en fait on est une industrie qui est très en avance sur au moins une chose, c'est la durabilité du produit. Est-ce que c'est aussi une manière d'avoir un marché gris contrôlé, le seconde main ?
Alors, ça c'est un vaste débat parce que le marché secondaire, il y a plein de marchés secondaires. Il y a le marché des enchères où vous allez entendre à nouveau prochainement les records qui vont tomber, notamment chez Philips, avec une vente extraordinaire de 4 montres de Philippe Dufour qui vont faire des scores historiques et incroyables. Ça, je peux déjà vous l'annoncer. Je prends, je pense, 0 risque. Après, il y a le marché de l'occasion qui est beaucoup sur Internet, Chrono24, Chronext, etc., qui a eu au moins le mérite de rendre le marché beaucoup plus transparent et de donner des cotes réalistes aux montres. Après, bien sûr, il y a tout l'aspect du marché gris où des gens cherchent à écouler des stocks qui se vendent moins bien. Mais globalement, je dois dire que c'est une évolution très positive pour l'industrie. Peut-être avant de conclure, encore une dernière tendance qui s'est accélérée avec le Covid, celle de la durabilité, aussi avec la crise climatique. C'est un élément essentiel. On a parlé de la génération Z tout à l'heure. Finalement, comment justement mettre en application cette durabilité, et puis qu'est-ce que ça peut impliquer en termes de production, notamment pour les sous-traitants qui sont ici devant nous. Est-ce que c'est des éléments qui vont faire que ça pourrait revenir en Suisse? Alors je pense qu'il y a le développement de nouveaux matériaux, il y a l'utilisation de matériaux déjà de labels existants sur certains bracelets, sur certains alliages qui est importante. Alors après ça reste encore marginal, mais ça a tendance à augmenter. C'est de plus en plus demandé par les consommateurs et c'est aussi de plus en plus des exigences que les grands groupes peuvent avoir par rapport aux sous-traitants en termes aussi de traçabilité et puis d'origine des matériaux. Donc c'est quelque chose qui prend du temps à mettre en place, qui va aussi demander aux sous-traitants peut-être pas mal d'administratifs, je dirais, derrière tout le travail qu'il y a avec les grands groupes. Mais c'est quelque chose qui devrait être positif parce que ça va être de plus en plus demandé par les consommateurs. Et donc voilà, ça reste un élément qui est important pour les années à venir, même si aujourd'hui c'est encore en train de démarrer dans ce côté-là. Après, il y a toujours l'aspect durable dont on a parlé avant, du produit en lui-même, de l'horlogerie mécanique. Mais c'est vrai que maintenant, c'est vraiment dans les matériaux, dans le sourcing, l'upscaling, donc la réutilisation de matériaux aussi qui étaient déjà utilisés avant, qui est de plus en plus important. Et ça va avoir tendance à augmenter. Jean-Daniel Page, c'est aussi des phénomènes que vous observez au sein de la FH? Oui, absolument, n'est-ce pas, les notions comme l'économie circulaire qui commencent à prendre pied dans notre industrie, comme dans d'autres d'ailleurs. D'une part, parce qu'il y a une volonté de la population d'avoir des réflexions à ce niveau-là et d'avoir des attentes au niveau des produits et des marques à ce niveau-là. Et il y a aussi les législations qui se mettent en place, notamment en France. Il y a une législation qui est en train de prendre corps sur l'économie circulaire. Et là, ça a des implications pour les entreprises. Il y a toute la notion du service après-vente. On parlait de la durabilité tout à l'heure. Un produit doit pouvoir être réparé. Donc, il faut un service après-vente performant. Il y a également toute la notion de réparabilité, parce que pour qu'un produit puisse durer, il faut pouvoir le réparer. Donc, les marques doivent prendre ou devront prendre, selon certaines législations, elles devront prendre des engagements sur la réparabilité du produit. Pendant combien de temps mon produit est réparable? Pendant combien de temps je m'engage ou je peux m'engager à livrer les pièces de rechange? Et ça, c'est effectivement des défis pour les marques. On a déjà eu ce type de réflexion face à certaines législations où tout d'un coup, on demande à la marque, ben voilà, qu'est-ce que tu peux prévoir comme durée? Et souvent, c'est des questions qu'on ne s'était pas posées. Bien, oui, on va pouvoir réparer la marque, etc. On va réparer la montre. Mais pendant combien de temps? Et quand il faut prendre des engagements sur ces niveaux-là, ça pose certains problèmes, certaines questions. Et on va être confronté de plus en plus à ces notions-là. Philippe Bauer. Des notions qu'on rencontre aussi au Parlement. À peu près à chaque session, il y a des motions, il y a des postulats qui sont déposés sur la réparabilité des objets, sur les délais de garantie par rapport à tous ces éléments-là. Et on le voit aussi, cette question du développement durable, c'est la mise en œuvre du contre-projet à l'initiative multinationale responsable, où là aussi, il y a un souhait d'assurer la traçabilité, d'assurer la provenance et d'assurer que notamment les matières précieuses ont été produites, ont été exploitées dans des conditions acceptables. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui touche l'ensemble du monde économique, et pas uniquement l'horlogerie, mais en particulier, puisqu'on a affaire à
où on vend quand même une image de l'horlogerie en plus de simplement vendre un objet. Peut-être avant de conclure, je sais que vous n'aimez pas faire des plans sur la comète en général, tous autour de cette table, mais on est aussi là pour savoir jusqu'où ira cette transformation. Alors peut-être où est-ce que vous imaginez, ou comment est-ce que vous imaginez l'horlogerie suisse dans 10 ans, Olivier Muller? Dans 10 ans, on aura, je dois dire, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, on aura encore plus évolué dans le haut de gamme. On aura, j'espère, sauvé quelques marques dans le milieu de gamme. Et puis, comme M. Bauer, moi j'attends encore le nouveau M. Swatch qui arrivera peut-être à redémarrer le bas de gamme. Mais je pense que la chose positive, on ne l'a pas dite aujourd'hui, mais la chose positive, comme ça je dis quelque chose de positif, M. Pache, c'est que les jeunes générations de gens très en vue et très fortunés achètent les marques institutionnelles les plus traditionnelles que sont Patek, par exemple, qu'on voit au poignet de tous les gens du showbiz aux États-Unis et en Asie, Rolex, Richard Mille, etc. Donc ça, je pense que ça envoie un signal quand même extrêmement positif d'un objet qui sera encore là dans 10 ans, mais moi j'ai plutôt envie de dire qu'il sera là encore dans 1 ou 2 siècles. Jean-Daniel Pache, vous ne serez plus là dans 10 ans, en tout cas à la FH, hein, on précise. Même avant. En tout cas, j'entends volontiers ce qui vient d'être dit dans 1 siècle ou dans 2 siècles. Les phénomènes que nous avons connus que nous connaissons, puisque la pandémie n'est pas terminée, vont se renforcer, continuer de se renforcer, tant en amont dans le e-manufacturing, hein, donc le digital dans la production horlogère va se poursuivre, et puis en aval dans la distribution avec les réseaux sociaux, la vente par les réseaux sociaux et les ventes en ligne, ça va continuer de se renforcer. Je suis optimiste, bon, vous me direz dans mon rôle, c'est assez logique, mais je suis quand même assez optimiste dans l'évolution de la branche, car nous avons les moyens de cet optimisme au niveau des technologies, au niveau de l'innovation, au niveau de la formation. Les Chinois continuent de nous envier notre formation horlogère, hein, ils aimeraient bien y avoir accès, donc c'est un atout que nous avons. Nous avons les marques, nous avons les marchés, donc nous avons tout pour réussir. Après, effectivement, il faut prendre les bonnes décisions et trouver les produits qui vont rester attractifs pour les consommateurs, parce que je dis toujours, le principal challenge pour l'horlogerie suisse, c'est de vendre des produits dont les gens n'ont pas besoin pour vivre. Donc il faut communiquer, il faut être attractif, il faut susciter le rêve, et c'est dans cette direction-là que l'horlogerie devra continuer de travailler. Et de votre point de vue, Gilles Boudron? Alors, si on continue, c'est vrai que sur la lancée sur laquelle on est maintenant, on devrait arriver vers une industrie qui est encore plus forte dans le haut de gamme. Moi, il y a un point sur lequel j'étais pas vraiment d'accord sur la partie, je dirais, seconde main, où là, je pense que ça va continuer à se développer. Et si on prend exemple, par exemple, sur un marché comme l'automobile, où c'est vraiment démocratisé depuis de nombreuses années de pouvoir revendre sa voiture pour en acheter une autre, et puis aussi acheter plus haut de gamme, ça devrait quand même permettre de continuer à augmenter les ventes de l'industrie, parce que ça rend les produits plus liquides aussi, on peut plus souvent changer. Et c'est vrai que si le moyenne gamme réussit à reprendre un peu des couleurs, et puis que les ventes de seconde main se font aussi dans moyenne gamme, ça pourrait permettre aussi de continuer à alimenter le marché et de renforcer aussi ce positionnement-là qui souffre maintenant. Mais c'est vrai que de manière générale, on pense que ça sera vers le haut de gamme. Donc, Et Philippe Bauer, peut-être du point de vue plus général de l'industrie, vous qui représentez le patronat? C'est un peu ce que je voulais dire, c'est que je peux que souscrire à ce que viennent de dire les économiques, moi qui suis le représentant des producteurs, mais je crois que si j'avais pas cet optimisme aussi dans notre branche horlogère, je crois que je ne serais pas là, et puis je ne serais pas à la tête de la convention patronale. Et peut-être la seule chose que je peux vous dire, c'est donnez-nous rendez-vous dans 10 ans pour qu'on voit ce qui s'est passé. Très bien, ce sera le mot de la fin. Il y a encore quelques minutes si vous souhaitez poser des questions dans le public. Vous pouvez vous manifester par un lever de main. Je ne sais pas si on peut passer des micros. Vous pouvez vous lever et vous mettre au micro à côté de vous. Oui, mais je vois qu'il y a des étudiants qui ont peut-être moins souvent l'occasion de rencontrer des demi-dieux que moi. Alors... Ne vous gênez pas aussi, hein, les jeunes, c'est vous la Gen Z dont on parle, qui achètera des montres demain, donc... allez-y déjà avec votre question. Bon, j'aurais 3 questions, mais pour le moment j'en pose une.
Monsieur Olivier Müller a dit qu'un certain nombre de petites marques cartonnaient, et on peut le croire parce qu'il a l'air de connaître rudement bien son domaine, mais alors pourquoi les salons des petites marques ne marchent pas? Alors, oui, ça c'est une très bonne question. On a vu la semaine passée les Geneva Watch Days. Il n'y avait que 25 marques, mais moi j'ai senti un engouement et j'étais un des premiers mea culpa ultima devant Baselworld à les critiquer. Je pense que ces salons ont toutes les chances de réussir et vous verrez l'année prochaine que autour de Watches and Wonders, donc de l'événement mastodonte qui aura lieu, où il y aura la star absolue qui est Rolex et Patek et des grandes marques du groupe Richemont, vous verrez qu'en dehors il y aura des salons dans toute la ville, enfin un salon décentralisé, un salon en off qui va très bien marcher. Moi je crois beaucoup en ça, et quand je vous dis que les petites marques de niche cartonnent, c'est le cas, heureusement. Moi je m'en réjouis, hein. Je me réjouis qu'un De Béthune ou un MB&F ou Laurent Ferrier fasse de belles affaires. Maintenant il faut trouver une formule de salon qui corresponde aussi aux nouvelles habitudes de communication des gens. Le problème de Baselworld, ça a été qu'ils ont continué à faire un salon qu'on faisait au 19e siècle, vous voyez, où vous veniez le dimanche avec la famille en léchant une glace et en allant... moi j'ai été ici quand j'étais gamin et on allait récolter des autocollants pendant le salon de l'auto. Je pense qu'on n'a pas bien compris que tout ça a évolué. Il faut que ce soit interactif, et puis il faut surtout, quand on fait un événement de ce genre, que ce soit pas simplement entre professionnels, il faut que le consommateur final y ait accès. Pas comme c'était le cas à Baselworld, où vous arriviez devant des bunkers, sauf chez les petits horlogers indépendants. Pardon. Oui, monsieur, allez-y. Oui. Non, c'est bon, j'ai fini. Oui, pardon, vous voulez... Peut-être juste vous lever et poser votre question au micro. Oui, merci beaucoup. Je vais poser seulement une question. Parce que M. Jean-Daniel aussi a parlé à propos des Swiss Made, des taux d'investissement, mais je ne sais pas qu'en est-il à propos des crédits bancaires octroyés aux entreprises. Mais ma question, voilà, pour rebondir, parce que Müller est une marque déposée en soi. Qu'en est-il des marques sur la base olfactive et gustative? Le traité international a été déjà adopté à WIPO, le pays, sur les marques sur la base de goût et de l'odorat. Mais si ça ne se lance pas maintenant, et en Suisse, ça se lance où et quand? Allez-y. Vous parlez des marques, alors c'est vrai que les entreprises horlogères travaillent beaucoup avec les marques. Alors on parle de la marque habituelle qui est alphanumérique avec un nom ou un chiffre. La marque en 3 dimensions, style modèle. C'est vrai que les marques olfactives existent. Jusqu'à maintenant, c'est pas par ce biais-là que les marques horlogères souhaitent se distinguer. Alors, à tort ou à raison, c'est une constatation. Il faut voir quand même les limites de ce type de marque, hein, parce que si on va dans un aéroport et puis qu'on voit les marques en grand, c'est immédiat. Utiliser une marque olfactive pour une montre, je ne sais pas tellement comment ça fonctionnerait, mais je dois vous avouer que je ne me suis pas non plus beaucoup intéressé à la question. C'est vrai que ça serait possible, mais ce n'est pas utilisé. C'est peut-être plus adéquat pour l'alimentation, l'agroalimentaire, que pour des produits, en principe, qui ne se mangent pas. D'autres questions dans le public ? Monsieur ? Je ne sais pas par quel bout prendre ma question ou poser ma question, parce que qu'est-ce qui fait qu'une industrie et un pays restent durablement en position de force? C'est un peu la question qu'on discute ici. Et ça fait 3 siècles qu'on cherche la réponse. Il y a des miracles, l'horlogerie suisse, mais jadis, c'était une avance technique. Pendant la première et seconde révolution industrielle, c'est ce qu'a permis le colonialisme, c'est ce qui a permis à l'Europe de dominer le monde, une avance technique qui ne peut pas être copiée en 48 heures. Aujourd'hui, tout peut être copié en 48 heures, même lancer des fusées. Il n'y a pas un pays qui n'ait pas les ingénieurs qu'il faut et qui ne pourrait pas, s'il pensait avoir le marché,
faire ce que nous faisons. Alors l'autre chose qui permet à une industrie de rester en position de force durablement, c'est le snobisme. Paris n'est plus qu'une ville de province, c'est même plus la capitale de la fesse, mais ça reste la capitale de la mode. Par quel miracle, j'ai toujours pas compris, mais ça reste la capitale de la mode. Alors, comment est-ce que la Suisse et son industrie phare, on peut se poser aussi la question pour l'industrie pharmaceutique, pourquoi Bâle resterait durablement la capitale de la pharma? C'est des questions, mais je crois que ça mériterait une journée d'études en soi, donc je n'attends pas que... Je ne fais que dire à haute voix les questions que je me posais en vous écoutant. Philippe Bauer. Peut-être. Oui, peut-être juste pour rebondir sur Bâle. C'est pour moi un élément très intéressant parce qu'effectivement, vous parlez de la pharma bâloise, alors qu'en réalité, aujourd'hui, et c'est aussi un des enseignements de la crise sanitaire, il n'y a plus aucun médicament qui sont produits à Bâle ou voire même en Europe. Mais ça reste dans l'image. Et peut-être que la réponse à la question sur l'horlogerie se trouve aussi un peu là, parce que tant aussi longtemps qu'on arrivera à vendre avec un certain nombre de développements technologiques, et je vous suis aussi, à vendre que c'est un produit de rêve, quelque part. Et c'était votre remarque sur le... est-ce que je préfère acheter 5 montres à 1000 francs qui sont connectées ou une à 5000 de milieu de gamme? On a encore cette tendance-là. Pour être valable, cette enquête qui compare l'achat de montres connectées et d'une montre de luxe devrait ajouter ou bien un tapis persan ou bien le chapeau de la Calas à une vente aux enchères. Là, on verrait effectivement quelles sont les véritables motivations et la véritable base du produit. N'est-ce pas, l'horlogerie suisse, on peut dire qu'elle forme un cluster, parce que c'est une petite région qui est concernée. Et je pense tant qu'il y aura de l'animation dans ce cluster avec de l'innovation, l'horlogerie c'est un monde des extrêmes qui repose sur la tradition et l'innovation. Et donc, tant qu'il y aura cette interaction et cette volonté aussi de poursuivre cette aventure, elle aura du succès. Vous avez parlé des copies. Effectivement, nos missions importantes à la Fédération horlogère, c'est de saisir les copies. Donc, Dieu sait comment on voit comment elles évoluent. Mais on doit aussi voir que les produits originaux évoluent encore plus et encore plus vite. Et je crois que cette innovation va permettre à l'horlogerie de poursuivre son aventure. On sait qu'il y a beaucoup de travaux de recherche qui se font. Si je prends le CSEM à Neuchâtel, par exemple, il a beaucoup plus de travaux de recherche en horlogerie aujourd'hui qu'il y a 15 ans, par exemple. Donc, c'est une bonne nouvelle et une bonne tendance. Mais l'innovation aussi au niveau esthétique, je ne parle pas seulement du point de vue technique, mais pour le rêve, pour susciter ce rêve, il faut aussi être innovatif et créatif au niveau design, au niveau esthétique. Et tant que ces interactions continueront de jouer comme elles le font dans ce cluster horloger, où tout le monde se connaît, on est ici, on se connaît, on est ici, on se voit, on se rencontre, je pense que c'est ça la clé du succès. Et d'ailleurs, une anecdote à ce propos, l'industrie horlogère japonaise sont venus une fois me rendre visite et voulaient justement connaître ce cluster horloger parce qu'ils se sont rendus compte que c'est un des succès de l'horlogerie suisse. Très bien, en tout cas merci beaucoup d'avoir participé tous à cette table ronde, d'y avoir assisté. Merci à Olivier Muller, Jean-Daniel Pache, Philippe Bauer, Jules Boudran. Et puis bonne fin de journée.